Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, vidéo totalement à l'impro, totalement à l'arrache, en plein milieu de mon trip. Et j'ai eu énormément de questions depuis que j'ai annoncé que je roulais pour Suzuki. Et je vais en profiter pour t'expliquer tout ça là, essayer d'y répondre un maximum. Et puis voilà, on est dans un décor encore une fois pas terrible. Mais avant, tu connais la chanson. Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. I can do an imitation of a man who's feeling good. I can talk a lot like someone who's not misunderstood. I can go to all the places where the happy people stay. But without you here beside me, I'm an actor on the stage. There's a drunk in every graveyard, there's a ghost in every bar. I'm drinking in the moonlight, wondering where you are. Give me just a phone call, let me know that you're okay. I see the curtain coming down for an actor on the stage. Oh, I miss you, you know I'd kiss you. Je vais commencer par éclaircir les choses, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, je crois. La moto que je roule actuellement est une 1050 XT et non pas une 1050 DE. Donc ce n'est pas encore ma moto. Elles sont pas arrivées, c'est tout simplement pour ça que pour l'instant elle n'a pas de prénom. Bien sûr, ma moto aura un prénom. C'est aussi tout simplement pour ça que pour l'instant elle n'a pas de kit déco. Bien sûr, ma moto aura un kit déco. Mais étant donné que c'est une moto de transition, eh ben pour l'instant je l'ai laissé totalement stock pour voir ce que justement ça valait. Ça c'est un premier point important. Donc je te le redis, pour l'instant cette moto là c'est une 1050 XT, c'est un modèle 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une moto qui existe depuis 2019, qui dans plein de comparos journalistiques est donnée comme une très bonne moto routière, mais pas terrible en off-road. Constat de départ, je vais te dire après ce que j'en pense, ne t'inquiète pas. Pourquoi il est souvent dit ça? Eh ben tout simplement parce qu'elle a une garde au sol hyper basse, très très bas, elle est posée par terre, on va pas se mentir, pour faire du off-road c'est vraiment pas un avantage. Et elle a des suspensions qui ont un débattement vraiment limité, donc pour faire du off-road c'est aussi pas un avantage. Donc c'est pour ça que cette moto a une réputation plutôt routière. Et pour être totalement honnête et transparent avec toi, Internet, comme à l'habitude, c'est aussi l'opinion que j'avais. Je dis que j'avais parce que depuis j'ai quasiment fait déjà 6000 km et ma perception des choses a beaucoup changé. Mais quand on a commencé à discuter des choses avec Suzuki, d'un partenariat potentiel, on est bien d'accord qu'on ne discutait pas de cette moto. On parlait parce qu'il y avait une 1050 DE qui arrivait et une 800 DE qui arrivait. Et tout le projet partait de là. Et là, avec l'arrivée de trails plus typés off-road dans la gamme, il y avait quelque chose à faire. Parce que honnêtement, encore une fois, pour être totalement transparent, si ça avait été cette moto-là, telle qu'elle est là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense même que j'aurais pas tellement été plus loin. Et j'aurais fait une belle connerie. Oui, bah, je t'entends d'ici, tu vas me dire, oui, bah, si donc t'étais pas convaincu par cette moto, pourquoi t'as signé avec Suzuki? C'est pour l'argent. Non, toujours pas Internet, malheureusement. J'aimerais bien avoir signé un gros contrat de MotoGP, être à l'abri, mais c'est pas encore le cas. Si j'ai fait ce choix, c'est que je trouvais que cette moto avait une excellente base. J'adorais le moteur et j'adorais la partie cycle. C'est une moto qui est extrêmement bien équilibrée. Mais, comme je te l'ai dit, elle avait deux gros points faibles. Suspension avec un débattement trop limité et garde au sol trop basse. La 1050 DE qui arrivait résolvait ces deux problèmes. Et au-delà de la moto en elle-même, c'est le projet global qui m'intéressait. Ils ont accepté d'y aller à fond en mettant en place l'école officielle, en mettant en place dès la première année des voyages, un parc de motos, etc. C'est aussi très difficile pour eux, c'est une grosse prise de risque, donc je les en remercie énormément. Et c'est pour ce projet global, avec cette moto et ces gens auxquels je crois, que
je roule pour Suzuki quoi. Ouais, mais tu dis ça parce que maintenant tu travailles pour Suzuki, alors forcément tu vas pas te dire de mal, hein. Bon, si, déjà, je vais dire totalement ce que je pense. Ça changera jamais. Je vais te dire ses points forts et ses points faibles. Et puis surtout, je vais te dire ce qui a changé dans ma façon de percevoir cette moto depuis que j'ai vraiment roulé avec. Ça fait quasiment 3 semaines complètes que je suis parti de chez moi avec cette moto équipée comme elle est là, comme tu peux le voir. Elle est totalement d'origine, full stock, je n'ai rien changé, pas de prépa de suspension, pas de rehausse, pas de préparation moteur, rien de rien. Alors je vais pas te dire hein, que la garde au sol faible et que le débattement limité me gêne pas, c'est pas du tout ce que j'ai dit, bien entendu ça me gêne. Mais ça ne me gêne absolument pas autant que ce que je l'imaginais. Je pensais réellement que ça serait limitant et que ça empêcherait totalement de faire certaines choses. Et ben en fait pas du tout. Pas du tout, ça gêne. Mais ça n'empêche absolument pas la faisabilité de 99,9% des choses. Les seules choses qui sont en option, c'est ce qui a été monté dessus pour le V-Strom Experience, parce que c'est une moto qui a été tirée du V-Strom Experience, donc un sabot, des crash bars, et puis c'est tout, je crois. Et moi, j'ai rajouté les poignées chauffantes quand même, parce que c'est important, les poignées chauffantes, pour un voyage comme ça. Et si je les avais pas eues, ah, bombe de Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de les monter. Donc, je vais être honnête avec toi. Quand on a pris conscience que pour ce trip qui allait durer quasiment 1 mois, j'allais devoir partir avec cette moto, bah, j'étais un peu frustré, on va pas se mentir, parce que je voulais vraiment partir avec la nouvelle. Et j'avais une image plutôt quand même routière de cette moto, puisque c'est ce que tout le monde en disait, et j'avais personnellement pas été chercher plus loin. Mais maintenant que j'ai quasiment fait 6000 km, qu'il m'en reste encore, je pense 6000 à peu près, peut-être un peu moins, qu'est-ce que j'en pense réellement ? Je vais être très factuel et vous m'avez demandé très souvent dans les commentaires la différence par rapport à la GS. Je vais être factuel. Je vais pas forcément dire des choses gentilles, mais je suis pas là pour être gentil, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je vais t'énumérer des faits, c'est tout, juste des faits. Quand je suis parti de chez moi mi-janvier, c'était pour aller faire dans un premier temps 2 stages au Portugal. On est parti par la route avec Eric. Ça m'a permis de faire un long trajet, 1200 km, pour voir ce qu'elle valait réellement sur un long trajet. Sur la route, j'ai pas grand chose à dire, hein. Elle est vraiment agréable, le moteur est hyper joueur. Enfin, en tout cas, c'est encore une fois ultra personnel, mais moi je m'amuse, je trouve le moteur vraiment cool. Donc franchement, j'ai vraiment rien à lui redire là-dessus. Le trajet a été vraiment super. Après, effectivement, de l'ergonomie, mais encore une fois, ce qui va changer sur la nouvelle, un écran TFT en couleur, bah ça sera pas de trop. Là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les poignées chauffantes, elles sont en option, mais du coup, je les ai mises. Le régulateur de vitesse, il est déjà dessus. Donc après, à part ça, franchement, j'ai vraiment pas grand-chose à lui dire. Ensuite, pour ce qui est du Portugal, je vais te donner une petite statistique extrêmement simple, Internet. Je suis allé 2 fois au Portugal en GS, avec 2 GS différentes. Je suis jamais revenu, pas une fois. Bien entendu, on revient toujours, hein, mais je suis jamais revenu avec un embrayage. La première fois, c'était avec Paul. J'ai fait un embrayage, j'ai dû rentrer. La deuxième fois, avec les gangs de Rodas et Hector, j'ai fait un embrayage, on a dû rentrer. Donc ça saoule. Là, avec ce V-Strom qui est donc dit plutôt routier, je suis allé au Portugal. J'ai roulé au total 3 plus 4 plus 1, donc ça fait 4 et 4, ça fait 8. Ouais, je suis fort en calcul mental. J'ai roulé 8 jours dans énormément de sable. Aucun problème mécanique. Rien. L'embrayage marche toujours extrêmement bien, j'ai aucun problème. J'ai un embrayage d'avance hein, dans la moto, je l'ai pris parce que j'ai été traumatisé, mais aucun problème d'embrayage. Ça, c'est déjà un vraiment bon point, parce que la GS, ça devenait pour moi vraiment problématique, ces problèmes d'embrayage. Et si je pousse même cette statistique GS encore plus loin, je suis jamais parti loin en GS sans faire un embrayage depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit, 2 fois au Portugal, 2 embrayages. On part avec 2 GS, embrayage neuf sur les 2 GS en Albanie. On fait aussi les 2 embrayages. Franchement, si à chaque fois que tu pars, il faut que tu prévois des embrayages, c'est fatigant. Et là, avant de faire ce trip, je l'ai prévu depuis un petit moment. C'était avant même qu'il se passe quoi que ce soit avec Suzuki, je savais que je voulais pas partir en GS parce que je n'avais pas confiance en la moto. Je savais que je pourrais pas aller au bout et je pourrais pas profiter de tout ça, c'est quand même dommage. Après, je dis pas que je vais pas en faire, hein, je touche de la tête de singe. Mais en tous les cas, j'ai survécu au Portugal, ce qui m'était jamais arrivé en GS.
J'ai enchaîné sur encore 800 km de route pour aller chercher le ferry. J'ai fait du nord du Maroc jusqu'à Erfoud. Et là, je suis entre Erfoud et Merzouga à Erchebi. Dans du sable, des cailloux, de la neige, de la route. Enfin bref, j'ai vraiment pas épargné la moto. Et pour l'instant, je suis là, toujours aucun problème. J'irai même plus loin que ça. Au-delà d'aucun problème, je l'ai complètement noyé. Pas fait exprès, hein. Ça fait longtemps que je veux te préparer une vidéo sur comment redémarrer une moto noyée. Bah c'est bon, elle est tournée, parce qu'en fait ça m'est arrivé en vrai. Premier jour au Maroc, passage de gué, bien plus profond que prévu. Ouais, elle me dit pas, ouais, t'avais qu'à aller voir. J'ai regardé, il y a un gros bobcat qui est passé devant moi. Bah, j'avais pas vu que les roues étaient si grosses, quoi. Donc je suis passé comme lui en me disant c'est dur, c'est par là. Bah c'était pas par là. La moto a bu de l'eau, moteur rempli d'eau, donc une moto ça aime pas trop l'eau, hein. Bah là je me suis dit je suis dans la merde, vraiment dans la merde. Bah encore une fois, tu verras tout ça dans la vidéo, mais un peu de mécanique, on la vide de son eau, une vidange, et je suis là. Donc aucun problème mécanique, le seul problème que j'ai dû gérer, c'est de ma faute. Donc ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, hein, je dis pas ça pour dire du mal de l'AGS, dire du mal de BM par rancœur ou quoi que ce soit, pas du tout, j'en ai rien à faire. Moi j'avance, je fais ma petite vie, je me régale à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est simplement factuel, ce sont des faits, voilà, point. Je peux pas te le dire plus pragmatiquement parlant que ça, ce sont des faits. Donc bah c'est comme ça. Donc je vais rentrer de ce trip à peu près pour le salon de Lyon. Après, je vais avoir mes motos. Je dis mais parce que j'aurai une 1050 DE, donc proche de ce modèle-là, mais plus haute, avec plus de débattement, et une route 21 devant, donc forcément pour le off-road ça sera bien mieux, et une 800 DE aussi, donc un plus petit modèle qui sera encore plus haute que la 1050 et avec un débattement aussi adapté pour le off-road. Ces deux motos là seront les deux motos qui vivront vraiment sur la chaîne, ça sera mes motos. Donc ces deux motos là auront des prénoms. J'ai pas encore d'idée, je sais pas encore. Mets-moi tes idées en commentaire, ça je suis preneur. Ces deux motos-là, qu'est-ce que je voulais dire moi? Ces deux motos-là auront des kits déco, bien évidemment. Et ces deux motos-là, alors ces deux, je sais pas encore. Une, c'est sûr, la deuxième, on verra, feront l'objet de préparation. Quand je dis préparation, j'ai envie d'avoir une prépa suspension pour vraiment avoir une moto encore plus performante. Mais ça, je vais m'éclaircir là-dessus. Je vais m'éclaircir parce que je vois beaucoup de gens vouloir préparer des suspensions, etc. Moi, personnellement, je suis pas du tout expert là-dedans. Mais j'ai pris quand même pas mal de recul là-dessus depuis que j'ai roulé cette moto. Pourquoi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Elle a une garde au sol hyper basse et elle a un débattement de suspension qui est très limité. Et tout le monde dit que c'est une moto pas terrible en off-road. Ok, soit. Sauf que le problème que j'ai moi personnellement, c'est qu'en 3 jours, chez moi, sur les pistes que je connais extrêmement bien, j'en faisais autant que ce que je faisais avec ma GS. Je passais toutes les pistes les plus dures que je passais en GS. Je faisais pas plus dur. Je vais être honnête, je pouvais pas. La piste que j'ai toujours pas réussi à monter avec Hector, je l'ai pas essayé parce que j'ai pas eu le temps. Mais je pense pas que je la monte non plus à cause de la garde au sol trop basse et du débattement de suspension limité. Donc je suis persuadé qu'avec l'évolution, ça pourra monter. Mais ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir en fait. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a amené à 2 conclusions. Pourquoi préparer une moto? À quoi ça sert? La première des raisons qui va concerner la majorité des gens, je pense, c'est simplement à se faire plaisir. Parce qu'objectivement parlant, avant d'avoir besoin de préparer la moto, quand j'ai pris conscience de ce que j'arrivais à faire avec cette moto, qui a une garde au sol par terre et qui a des débattements de suspension ultra limités, donc quand j'ai vu où j'arrivais à passer, je me suis dit ok, bon, bah préparer une moto, ça passe déjà avec ça quoi. Donc vu que ça passe avec ça, pourquoi la préparer? La première des raisons, c'est simplement pour se faire plaisir. Il n'y a vraiment pas de mal à mettre de la belle pièce et à upgrader sa moto. Vraiment, c'est ma première conclusion. La deuxième des raisons, bah, c'est vraiment si tu as un niveau de poney
que tu as envie de faire des trucs de l'espace de mongolien, bah oui, ça peut être utile de préparer les suspensions. Je vais te prendre un exemple très concret, hein. Là, je viens de passer le désert juste avant Erchebi, donc de Erfoud à ici, des anciennes pistes du Dakar. Je ne peux pas rouler très vite. La moto tape de partout et touche énormément. D'accord, à la moindre compression, donc oui, c'est pas possible. Mais quand je dis pas très vite, tu tapes déjà du 100 km/h, donc si tu as envie d'aller à 180, oui, c'est sûr qu'il va falloir la préparer. Si tu as envie de taper un chrono, si tu as envie de taper un rallye raid avec un gros trail, oui, il faut la préparer. Mais sinon, au-delà de ça, soit tu te dis, du coup, j'ai un projet de préparation d'un énorme truc comme ça, ou alors j'ai envie de faire du trial extrême avec un gros trail à la Paul Tarès ou autre chose. Mais s'il n'y a pas une de ces deux raisons, pourquoi préparer une moto, quoi? C'est une vraie question, hein, personnelle, et une vraie réflexion à laquelle je me suis amené après les 6000 premiers kilomètres avec cette moto, qui m'ont énormément fait réfléchir. Ouais. Donc voilà Internet, j'espère que j'ai pu éclaircir la plupart des zones d'ombre que tu avais à propos de Suzuki, de ce que j'en pensais, de la moto, de ce qui allait se passer par la suite, etc. Bien entendu, tu as vu où on était? Tu vas te douter qu'il va y avoir des vidéos là-dessus. Alors c'est un peu la course, je suis en retard partout. En théorie, je dois descendre jusqu'à Dakar, on va voir si j'y arrive, mais c'est le projet. Et voilà, je te mets quelques images d'illustration de la zone, parce que c'est vraiment magnifique. Et puis ben, moi, je vais essayer de me sortir de là et de rerouler. Mais en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que je suis en plein milieu, mais vraiment en plein milieu de l'Erchebi, et que je me régale. Je peux pas t'en dire plus. Je me régale, vraiment je me régale. Donc avec cette moto et des meilleures suspensions, ça va être n'importe quoi. Ouais, Internet, comme c'est une vidéo qui a été tournée totalement à l'impro, ça aurait été vraiment trop étonnant qu'il manque rien. Donc je vais te rajouter des trucs ici. Je suis dans le bateau du retour, je suis rentré plus tôt que prévu malheureusement, et je peux pas filmer dehors parce que y a trop de vent, il fait pas beau. Donc je vais te rajouter ça là. Donc sur la Suzuki que je roule en ce moment, la 1050 XT, il y a de l'électronique. Il y a un ABS qui est pas débrayable et pas réglable, et il y a le SDMC, Suzuki Drive Mode Control, avec 3 niveaux d'électronique et un niveau sur off. Au niveau de l'ABS, quand je te dis qu'il n'est pas débrayable, c'est qu'on peut pas le garder sur l'avant et le mettre off sur l'arrière. Donc vu qu'il n'y a pas de bouton non plus pour le mettre sur off quand on veut sur la XT, j'ai pas fait exprès, mais le fusible a malencontreusement grillé, donc j'ai plus d'ABS. Pour ce qui est du SDMC, il y a le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. J'ai pu voir ce que ça donnait lors des Vestrom Experience. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y a un niveau gravel qui arrive sur la nouvelle moto, donc ça sera vraiment à creuser. Je t'en dirai plus quand j'en serai là. Là, en attendant, et vu les conditions sable, etc., sur ce trip-là, j'ai roulé en mode off tout le temps. Donc, sans électronique, ni au niveau du freinage, ni au niveau des gaz. Et étrangement, le fait de ne pas avoir d'électronique du tout m'a dérangé largement moins, encore une fois, que ce que je m'y attendais. Donc pour l'instant, pas d'électronique et c'est pas si grave que ce que je pensais. Ensuite, au niveau de la différence réellement, au niveau du roulage, comme on pouvait s'y attendre, c'est 100 fois plus facile de monter avec la Suzuki du fait de la suspension traditionnelle. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de descendre par rapport à la GS. L'autre truc aussi que j'ai remarqué, ça je m'y attendais pas, c'est que quand je n'arrive pas à monter, j'arrive à repartir à des endroits où en GS je ne pouvais pas repartir. Ça je suppose encore une fois que c'est le fait de l'absence de télélever qui retire du poids sur l'avant de la moto et qui fait que l'arrière a plus de grip, tout simplement. Mais ça reste à creuser, je t'en reparlerai plus tard. Et autre chose de très important, j'ai dû réapprendre à utiliser très rapidement le frein arrière parce que là, autant sur la GS, on pouvait se permettre de l'utiliser quasiment jamais, autant là, c'est une utilisation qui est vraiment quotidienne. Donc il va falloir utiliser frein avant et frein arrière, et du coup apprendre à utiliser les deux. Là où sur la GS, le frein avant suffisait. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je te renvoie dans le Sahara pour conclure cette vidéo, c'est quand même plus sympa qu'ici. Si d'ailleurs moi aussi je pouvais y retourner en me téléportant, ça me ferait plaisir. Si tu as des solutions, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et on va philosopher juste 2 secondes Internet avant de finir. Quand j'ai annoncé que je changeais Hector et que je changeais de marque, la marque qui est la plus ressortie dans les commentaires, c'est KTM. Je vais te poser une simple question. Est-ce que tu penses que c'est parce que KTM a la moto la plus adaptée à ce que je fais, ou est-ce que tu penses que c'est parce que KTM a l'image la plus proche de l'image que je renvoie? Et donc du coup, c'est pas le produit qui est intéressant, mais simplement une question de marketing. Je sais pas, j'ai pas de réponse, hein. Je te laisse gamberger là-dessus. Allez Internet,
À la revoyure!